Nous attaquons donc la dernière table ronde de cette journée intitulée Sciences, Société et Écologie, la recherche de nouvelles synergies à l'échelle des territoires. Comme évoqué précédemment, la transition écologique appelle le développement et la mobilisation de nouvelles compétences. On vient d'en parler assez longuement. Si cette transition doit se réfléchir à l'échelle d'un secteur d'activité, nous avons la conviction, et nous n'en sommes manifestement pas seuls, qu'elle doit se penser aussi au niveau des territoires, et que nous, bibliothèques, aurions peut-être une pierre à apporter à cet édifice. Il y va dans cette entreprise de notre aptitude à initier de nouveaux modes de gouvernance, à soutenir le débat sciences, société, citoyens, et à élargir nos cercles de réflexion et de compétences autour de ces enjeux. Pour amorcer cette réflexion au long cours, bien entendu, j'ai donc le plaisir d'accueillir nos trois intervenants, donc Cassandra Fayet, qui est chargée de facilitation et d'animation de la communauté thématique développement durable dans le cadre du projet OPUS, donc Open University of Strasbourg, de l'UNISTRA. J'ai également le plaisir d'accueillir Jérôme Belmont, qu'on ne présente plus, mais on le présentera quand même, chef du département des bibliothèques au ministère de la Culture, qui nous parlera de l'engagement fort des bibliothèques territoriales dans la transition écologique, à travers un appel certainement à la nécessité d'une approche concertée. Et enfin, nous accueillons également Vera Vidal, qui est chargée d'intermédiation praticien-chercheur au sein de l'association qui s'appelle la COP des communs, et qui abordera, en tout cas qui nous aidera peut-être à mieux cerner le sujet des communs et l'apport qu'ils pourraient nous apporter pour penser ou repenser l'action des bibliothèques en faveur de l'écologie. Un grand merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation, et je cède tout de suite la parole à Cassandra, qui va nous développer un petit peu plus la manière d'animer des liens sciences-société autour de sujets touchant au développement durable. Alors, donc, je pense que la régie va lancer le... Et voilà. Merci Aurore. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci à l'ADBU de m'accueillir et à travers moi d'accueillir Opus et l'UNISTRA. Donc, avant de commencer, je vais redoubler ma présentation. Donc, je m'appelle Cassandra Fayet, je suis chargée d'animation et de facilitation pour Opus et la communauté développement durable. Donc, je vous invite à être clément avec moi. Je suis arrivée il y a 3 mois à mon poste. Donc, je vais introduire cette présentation par la présentation d'Opus. Donc, Opus, ça signifie Open University of Strasbourg. Donc, c'est un pôle de l'Université de Strasbourg au sein de la mission Relations à la société, qui conseille et accompagne les actrices et acteurs de l'enseignement, de la recherche et de la société dans l'expérimentation de nouvelles approches et pratiques afin de mieux répondre collectivement aux défis actuels. Donc, je me suis permis de vous la lire comme ça, étant donné que cette phrase est le fruit d'un travail collectif par toute l'équipe Opus. Donc, nous avons pour objectif de créer des interfaces sciences-société, donc de faciliter les échanges entre la recherche et la société, et d'apporter des réponses à des enjeux de transformation écologique, sociétaux et environnementaux. Donc, j'ai le titre de facilitatrice, mais toute la démarche Opus est une démarche de facilitation. Donc, Opus a tout d'abord été un projet issu de l'appel à projet idées, intégration et développement des IDEX et des ICIT, et du PIA3. Donc, c'est piloté par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et il se déroule sur 8 ans, de juin 2021 à juin 2029. Donc, parmi les actions et les entités d'Opus, on va retrouver la Fabrique des communautés, à laquelle j'appartiens, avec les communautés thématiques et la communauté UNISTRA. Les communautés thématiques sont des cercles de parole et de réflexion autour de sujets liés aux transitions donc écologiques et sociétales. La communauté UNISTRA est une entité qui accompagne la communauté des personnels de l'UNISTRA. On a la Fabrique à projet avec le Labo Citoyen et le Créalab. Donc, le Labo Citoyen s'occupe de l'accompagnement des citoyens et des citoyennes ainsi que des chercheurs et des chercheuses sur des démarches en sciences et recherches participatives. Et le Créalab est en charge de l'accompagnement des démarches et de la structuration des liens entre chercheurs, chercheuses et artistes. Je vais passer sur la Fabrique des lieux, étant donné que ce ne sont pas encore des projets d'actualité. Donc, la Fabrique des communautés, on va se concentrer spécifiquement sur les communautés thématiques. Donc, les communautés thématiques sont des cercles d'échange, d'analyse et d'idéation
autour de thématiques prédéfinies par l'université. Ces thématiques ont été choisies pour apporter des réponses aux transformations sociétales, environnementales, actuelles et futures. Donc, on réunit un ensemble d'acteurs et d'actrices locaux sur la thématique, donc des acteurs et des actrices issus de l'université, des acteurs et des actrices institutionnelles, civiles, des entreprises. Et l'objectif, c'est de réfléchir, de construire et de prospectiver ensemble autour des thématiques qui ont été définies. Ces thématiques, elles ont pour objectif, donc ces communautés ont pour objectif la co-construction de connaissances et l'émergence d'approches et de réponses à des enjeux locaux. Donc, des communautés sont vouées à naître des projets de recherche, des projets de formation, mais aussi des projets d'action. L'idée étant également de valoriser les apports de l'université pour la société à travers ces projets. Le fonctionnement des communautés est le suivant. Donc, on est sur des cycles de 2 ans. Sur ces 2 ans ont lieu 6 réunions plénières d'une durée d'une demi-journée à chaque fois. Chaque réunion plénière répond à un objectif précis pour nous faire avancer vers l'identification de problématiques et par la suite la création de groupes projets qui s'attacheront à apporter des réponses à ces problématiques. Donc, actuellement, on a 2 communautés qui ont été mises en place. La communauté développement durable, à laquelle j'appartiens, qui s'attache à traiter du sujet agriculture, alimentation, eau et santé à une échelle locale, et la communauté égalité, parité, diversité, qui va traiter de la thématique une représentation pour toutes et tous dans nos sociétés et nos institutions. Donc, on va se concentrer particulièrement sur agriculture, alimentation, eau et santé. Donc, cette communauté, elle a été lancée en novembre 2023, donc c'est encore très récent. La première plénière a eu lieu dans la foulée, en novembre, et elle a permis d'identifier des axes de réflexion d'intérêt commun pour la 50aine de membres de la communauté. Donc, parmi ces membres, on va retrouver des chercheurs, des chercheuses, des associations comme Terre de Liens, qui vient traiter des thématiques de la préservation et de l'accès aux terres agricoles, des entreprises comme Soprema, qui agissent et qui travaillent sur la construction durable, et des institutions comme la métropole de Strasbourg. Lors de la seconde plénière qui a eu lieu donc en avril 2024, et à partir des axes qui ont été définis durant la première plénière, les membres ont réalisé un exercice de cartographie des actions existantes et des besoins identifiés au sein des entités auxquelles ils appartiennent. Ils ont par la suite réalisé un exercice de prospective à 2050. Donc, ces 2 exercices, ils avaient pour objectif à la fois de créer des liens entre les membres, mais également de définir et de confirmer les grands sujets qui avaient été approchés durant la première plénière. Donc, à l'issue de la deuxième plénière sont ressorties 7 thématiques d'intérêt. Donc, il y en a 9, il me semble, qui traitent de sujets assez larges. Donc, impact du système agroalimentaire sur la santé environnementale et humaine, alimentation, agrivoltaïsme. On a aussi des questions de démocratie et de gouvernance des ressources, donc autant de ressources alimentaires, eau, que de ressources foncières. L'objectif, lors de la prochaine plénière qui aura lieu tout bientôt, donc le 26 novembre 2024, ce sera d'identifier les problématiques à adresser et auxquelles répondre. Puis, en 2025, de définir les groupes projets que nous accompagnerons et les rôles et l'implication des différents membres de la communauté. Par la suite, fin 2025, l'objectif, ça sera donc d'avoir des groupes projets que nous pourrons accompagner via divers moyens, comme un accompagnement méthodologique, des aides à la recherche de financement, tout ça en partenariat avec l'ADEME. Nous sommes également en train de mettre en place une plateforme d'échange et de partage digital sur LPI. Et l'objectif de cette plateforme, ça sera d'offrir un espace de partage des connaissances et des savoirs aux membres de la communauté. Donc ça sera mis en place normalement à la mi-novembre. Donc j'ai donné précédemment quelques indices sur la méthodologie qu'on mettait en place en parlant de co-construction, d'espace de réflexion et de prospective. L'idée de ces communautés, c'est vraiment de proposer un espace d'exploration en confiance aux membres. Et pour cela, lorsque nous accompagnons ces groupes, donc lors des plénières, puis par la suite lors des groupes projets,
nous utiliserons une méthodologie et des outils issus de l'intelligence collective. Donc, pourquoi l'intelligence collective et c'est quoi l'intelligence collective ? Donc, l'intelligence collective, ce n'est pas la somme des connaissances de chacun, mais c'est la coordination de leurs connaissances. Et donc, cette coordination, elle arrive par la mise en place de méthodologies et de mécanismes d'interaction spécifiques qui viennent favoriser l'échange et la créativité. La qualité des interactions est vraiment au cœur de notre processus. Pardon. Donc, l'intelligence collective, c'était à la fois un choix stratégique pour permettre de co-identifier des besoins et de co-construire des projets qui sont à la fois cohérents et alignés avec les besoins du territoire et notre environnement, et de permettre à tous les participants et toutes les participantes de valoriser leur savoir, qu'ils soient pratiques, théoriques, analytiques ou procéduraux. En mobilisant l'intelligence collective pour répondre aux problématiques de transition écologique, on peut à la fois mieux comprendre la complexité de ces enjeux, mais également construire des solutions qui sont innovantes, inclusives et favoriser par la suite leur adoption. L'intelligence collective, elle nous permet également de faire naître une vision commune au sein de la communauté qui vienne répondre à quel sens a ce regroupement, quel est le problème que l'on souhaite approcher, comment, et c'est ce qui va générer un engagement fort au sein de la communauté et entre les membres. Donc, pour faire naître cette intelligence collective, on utilise un process et un ensemble d'outils. Le plus important ici, c'est vraiment la mise en place d'un cadre de confiance et des conditions nécessaires à la créativité. Donc, pour ça, chaque plénière est organisée sur une base de session et encadrée avec des règles de prise de parole et de comportement entre les membres. Donc, on va avoir une phase de divergence qui va permettre l'inspiration, l'échange, l'apprentissage et la découverte. Une phase d'émergence qui permet d'échanger et de faire émerger des positions, des idées, des angles de vue. Et la convergence qui permet de prioriser et de cadrer les idées qui ont émergé. Durant ces sessions, on peut utiliser différents outils, comme les outils de mise en récit, qu'on a énoncés auparavant, de prospective, de cartographie heuristique, de cartographie de liens entre des acteurs, d'identification de valeurs, etc. Hop. Et pour faire écho, du coup, avec Marie de l'Artiès tout à l'heure, l'une des problématiques qu'on rencontre principalement avec SAS et en faisant travailler les gens ensemble, c'est la frustration des membres qui veulent que ça avance très vite. Mais quand on avance ensemble, il faut prendre le temps d'avancer ensemble et il faut respecter certaines règles et certains process. Donc il y a aussi beaucoup de pédagogie à mettre en place avec un rappel récurrent des objectifs et de l'agenda qui est prévu. Donc là, je fais écho aussi à Vera Vidal qui viendra juste après. On a parlé de communauté, de co-construction. Et pour engager et diffuser les connaissances et les savoirs, on est en train de développer une réflexion sur comment investir les membres dans le partage et la gestion de la communauté et de ses savoirs. Donc, via les plénières, grâce à la prise de décision collective et au partage des responsabilités. Donc, sur quel sujet ils souhaitent travailler, qu'est-ce qu'il leur paraît intéressant d'apprendre, qu'est-ce qu'ils souhaitent voir apparaître comme démarche au sein de la communauté. Puis par le partage et la gestion des savoirs, lors des plénières et lors d'événements parallèles comme les after-work qu'on met en place avec et dans les entreprises ou les organisations et institutions des membres de la communauté. Et par le partage et le travail collectif sur LPI, donc sur la plateforme digitale dont j'ai parlé tout à l'heure, et le partage des ressources qui seront proposées et gérées par les membres. Un des aspects hyper clé aussi dans la démarche Opus et dans la démarche des communautés thématiques, c'est le prendre soin. Donc le prendre soin des uns des autres, du monde qui nous entoure, des savoirs, des relations et de la planète. Un autre aspect particulièrement intéressant du fonctionnement d'Opus, ce sont les autres entités, hors les communautés thématiques, donc le Labo Citoyen, le Créalab et la communauté Unistra. Donc on est toutes plus ou moins amenés à travailler sur des sujets qui parfois se croisent et résonnent les uns avec les autres. Donc par exemple, le Labo Citoyen qui s'occupe de l'accompagnement en recherche et sciences participatives commence à travailler actuellement sur un sujet de démocratie alimentaire. Donc l'une des questions qu'on vient se poser, c'est comment on va faire le lien avec nos sujets qui vont venir aussi toucher aux problématiques liées à l'alimentation, à la gouvernance, comment valoriser les apports de chaque entité et proposer des réponses communes, et comment créer des ponts entre les personnes accompagnées.
Ces questions, elles commencent également à transparaître avec le CREALab, qui s'occupe de la collaboration artistes, chercheurs et chercheuses, qui va être amené à mettre en place un appel à projet sur la biodiversité et le monde vivant. C'est fini. Donc, j'ai encore 2 petites minutes, a priori, donc je vais en profiter pour vous parler de notre partenariat avec l'ADEME. Donc, la communauté développement durable, elle existe grâce au programme de soutien de dispositifs expérimentaux qui font le lien avec la recherche et la société de l'ADEME, et elle entre dans la stratégie d'adaptation au changement climatique 2023-2027. Donc, dans ce cadre-là, on a certaines contraintes et on doit répondre à certains impératifs. Donc, les objectifs donnés par l'ADEME, ce sont l'incitation à la collaboration sur des objectifs partagés, l'amélioration de la diffusion des connaissances scientifiques, initier des projets de recherche et des projets démonstrateurs sur le terrain et identifier de nouveaux champs de recherche et de formation. Donc, nous, on est l'un des relais locaux issus de ce programme de soutien, mais on a aussi des relais, l'ADEME a aussi des relais locaux sur 2 autres territoires, donc sur le territoire lillois et sur la région PACA. Donc, comment ce partenariat il prend forme donc, parce que vous avez vu avant, donc, par l'émergence de problématiques de terrain et de projets via les ateliers, mais aussi par la construction d'une cartographie d'un état des lieux à l'échelle régionale de ce qu'on appelle les PARCS, donc les programmes d'action de recherche concertés, qui vont venir toucher à la gouvernance territoriale, l'impact global des activités anthropiques sur les milieux, les dynamiques sociales et économiques, ainsi que la gouvernance territoriale. Donc les projets à naître doivent répondre, pour être accompagnés par la suite par l'ADEME, à ces différents PARCS. Et l'ADEME s'engage également à soutenir et à accompagner par des ressources humaines, des savoirs, les projets qui naîtront au sein de cette communauté développement durable. Voilà, je termine avec la petite présentation de notre équipe. Vous pouvez voir ici. Merci beaucoup Cassandra pour cette présentation donc, qui illustre bien comment aussi les universités, à travers des exemples comme le projet Opus, peuvent être à l'initiative de ce débat sciences-société. Alors on brûle tous de savoir comment bibliothécaire on pourrait aider cette démarche, comment on pourrait peut-être la soutenir, mais on va garder ça pour la discussion. Ce que je note, c'est que du coup, de la thématique agriculture à la culture, il n'y a finalement que quelques lettres, et c'est donc de culture qu'il va être aujourd'hui désormais question. Je vais céder la parole à Jérôme Belmont, qui va nous montrer aussi comment les bibliothèques territoriales peuvent aussi être à l'initiative de projets de collaboration, en tout cas d'une démarche concertée sur les enjeux de transition écologique. Jérôme, je vous cède la parole et je lance tout de suite le support. Merci Aurore pour cette excellente transition. Je me présente, je suis Jérôme Belmont, je dirige le département des bibliothèques au ministère de la Culture, Direction générale des médias et des industries culturelles, service du livre et de la lecture. Ouf. Donc on est sur une table ronde, hein, vous avez vu l'intitulé du programme qui est très axé sur les collaborations, les partenariats, puisqu'on est sur un sujet effectivement qui est très large, dont le périmètre ne cesse de s'étendre. C'est même effrayant. J'ai appris ce matin que les collections des bibliothèques étaient des puits de carbone. C'est la première fois que j'entendais ça. Donc c'est à la fois effrayant, passionnant, et ça implique, c'est évident, et d'ailleurs cette journée le montre bien, avec l'intervention d'un chercheur en début de matinée, l'intervention d'associatifs à cette table ronde, qu'on travaille collectivement pour faire avancer ces dossiers. Alors mon intervention sera en 2 temps, en fait, et vous voyez le décalage entre le titre de la table ronde et le titre de mon intervention. Un premier temps, ça sera pour vous faire de la publicité, hein. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai été invité. À dire vrai, ma présence est celle d'un imposteur devant vous. C'est pas moi qui devrais être là pour vous présenter cette brochure qui s'appelle « Pour un engagement fort des bibliothèques dans la transition écologique », qui est une brochure qui est mensongère, hein, parce qu'il y a le logo ministère de la Culture, il y a l'intitulé Direction générale des médias, mais en fait c'est une publication collective, je ne sais pas comment on disait, par excès d'auteur, je ne sais pas comment, j'en parle plus le terme, mais il y a 36 personnes
qui ont contribué à cette brochure. Certaines d'entre elles sont parmi vous. Le ministère de l'Enseignement supérieur a été associé, l'ensemble des associations professionnelles dont la DBU a été associée, l'ABF qui est intervenu tout à l'heure, et vous verrez le lien avec l'intervention de l'ABF dans la suite du PowerPoint. Donc c'est une publication collective avec l'ensemble des acteurs du champ des bibliothèques et au-delà. Il y a des représentants d'associations, puis c'était peu nombreux qui étaient présents. Il y a des représentants aussi, alors non pas d'élus de collectivités territoriales, mais de directeurs d'affaires culturelles, pour lequel c'est aussi bien sûr un sujet. En fait, c'est pas moi qui aurais dû vous présenter cette publication, c'est la jeune conservatrice qui est arrivée il y a 3 ans au service du livre frais et moulu de l'ANSSIB, et on forme vraiment des gens remarquables à l'ANSSIB, qui a coordonné cette publication. Elle s'appelle Johanna Ouazani. Elle a quitté le service du livre cet été pour suivre son mari dans son aventure professionnelle. Elle va revenir un jour en France, forcément, et elle recandidatera dans les bibliothèques. Je vous encourage à la recruter les yeux fermés. Elle s'appelle Johanna Ouazani. Voilà. Donc c'est elle qui a vraiment été la cheville ouvrière de cette publication. Moi, je n'ai rien fait sur cette publication, comme sur le reste. Alors, cette brochure, vous verrez sur le site web, on va vous faire circuler 2 exemplaires de la brochure. Il y aura un QR code, un papier. Vous pourrez, avec votre téléphone, télécharger la brochure. Comme ça, vous pourrez utiliser votre téléphone sans m'écouter pour faire quelque chose de bien, c'est-à-dire récupérer le contenu de la brochure. Pendant un an, on a travaillé, donc je l'ai indiqué, il y a une 30aine de personnes qui ont contribué pour faire un état des lieux, sans prétention, sur un certain nombre de sujets touchant les bibliothèques et la transition écologique. Dès le départ, on savait qu'on n'allait pas produire l'opus qui allait rester dans la durée. On n'est pas sur un bâtiment qui va durer 200 ans, on est sur un document dont on sait très bien que c'est une première étape d'un travail qui va être amené à se poursuivre parce que les choses bougent tous les jours, parce que on est en premier stade de synthèse, mais que forcément tout bouge. On présentait l'état du droit, le droit bouge. Cette publication, elle date de mai 2024. Je vous indique qu'en juillet 2024 est paru un arrêté, donc on est sur du droit, qui fixe les valeurs pour les bibliothèques municipales, pour les bibliothèques des collectivités territoriales, dans le cadre du décret tertiaire pour atteindre les valeurs en termes de performance énergétique en 2030, puisque jusqu'à maintenant, les bibliothèques de la sphère culture, ça intéresse aussi la BNF, n'avaient pas de valeur de référence pour 2030. Donc depuis juillet 2024, ces valeurs de référence sont rentrées pour les bibliothèques qui fonctionnent avec les services d'archives. Donc déjà, on aura une occasion de faire une V2 pour intégrer cet arrêté. L'idée, c'est aussi de présenter des pistes pour se former, un kit de médiation, pour que chaque établissement puisse se saisir de ce sujet à son niveau et puisse s'engager. Je vous montre rapidement le sommaire, donc c'est sans intérêt, mais vous avez une première partie droit et financement qui est très centrée sur le bâtimentaire. Vous avez mangé du bâtimentaire, mais l'excuse pour le terme très familier dans les premières interventions. Vous avez une deuxième partie conception et formation. Reine Burki vous en a parlé, elle a contribué à cette partie-là. Une partie dont on a assez peu parlé, on a un peu frôlé sur politique documentaire et gestion des collections dans une optique de transition écologique. On en a parlé avec le collègue d'Angers, on en a parlé un peu avec la libraire. Bon. C'est une problématique qui méritera certainement des développements sur la seconde vie du livre, les problématiques de recyclage, les problématiques de réemploi. Je vous indique par ailleurs que le ministère de la Culture, une autre partie du service du livre à la lecture, le département qui est en charge de l'économie du livre, mène une étude sur le cycle de vie du livre avec les éditeurs, avec les imprimeurs. C'est des questions qui ont été abordées par la collègue libraire. C'est une étude en cours. Le jour où cette étude sortira, on en publiera les résultats avec des problématiques qui touchent les éditeurs. Pourquoi les éditeurs français n'impriment-ils pas sur du papier recyclé ? Pourquoi les livres ne peuvent pas être mis dans les bacs papier alors que les journaux peuvent être mis dans les bacs papier ? Il y a toute une série de sujets qui interrogent les éditeurs et qui peuvent apporter des réponses importantes sur l'alternative réemploi-recyclage sur le livre. Il y a une quatrième partie sur les questions que j'arrive pas à lire. Médiation, voilà. Médiation qui est le sujet en fait de la table ronde et il y a 2 présentations finales sur la politique et la stratégie de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information. Cette brochure, je l'ai dit, elle est vraiment... c'est une V0, il y aura une nouvelle édition, je ne sais pas quand, rien n'est fixé.
Et en tout cas, s'il y avait une chose importante que je voulais vous dire ce soir, c'est que côté ministère de la Culture, on est partant, vraiment, pour travailler avec tous ceux qui veulent travailler, et ils étaient nombreux à vouloir travailler avec nous, pour améliorer, creuser les thèmes dans les années à venir. Ça prendra du temps. Hein. Julien Roche aura noté, s'il est là, aura noté dans ce sommaire sobriété numérique, c'est où? C'est nulle part. Donc, il y a plein de thèmes sur lesquels on peut avancer. Je pense qu'on a un programme de travail pour plusieurs années, même s'il faut aller vite. On est quand même dans un temps un peu long pour avancer sur ces sujets-là. Donc, voilà, je dis juste, sans autre forme sans autre intention, la volonté du ministère de la Culture de travailler en partenariat sur ces sujets-là. Alors, bibliothèque et société, je vais enfoncer un certain nombre de portes ouvertes, vous le savez, ça a été dit, je n'y reviens pas. Les bibliothèques sont vraiment, parce qu'elles sont présentes partout, parce qu'elles sont très largement ouvertes, parce que leur accès est gratuit, parce qu'elles ont une mission d'information, de formation, un rôle social, un rôle éducatif. Ce sont des lieux de débat démocratique et ce sont des passeurs, des médiations. Bon, j'enfonce des portes ouvertes entre la recherche, la connaissance et le grand public. Vous savez aussi que les bibliothèques sont des services publics, elles sont en quelque sorte responsables, elles doivent être exemplaires, elles doivent aussi respecter un principe de neutralité, même si on peut avoir une vision militante des choses. Je pense que les bibliothèques doivent être un espace de neutralité. Les bibliothèques savent travailler en partenariat depuis longtemps, et notamment les bibliothèques territoriales, puisque c'est quand même un exemple unique d'établissement culturel, les bibliothèques territoriales, par le poids du bénévolat. Il n'y a pas d'autre, je vous assure, au service du ministère de la Culture, lorsqu'on parle du bénévolat en bibliothèque. Alors, bien sûr que c'est pour des petites bibliothèques rurales, mais quand on dit qu'il y a 11 000 TPT bénévoles contre 35 000 agents, tous nos collègues ouvrent des gros yeux. Et ça fonctionne. On fait du participatif depuis longtemps. À un moment, ça a été subi, c'est plus ou moins accepté, mais dans les faits, on est dans du participatif depuis longtemps. Bibliothèque et écologie, bon, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Par essence même, les bibliothèques sont écologiques. Cette idée de communiquer, de faire circuler des documents collectivement, qu'on prête, qui reviennent, qui circulent, bon, c'est à l'opposé de la propriété individuelle. Je crois que c'est le plus bel exemple de réemploi. Fondamentalement, les bibliothèques, dans les années 90, et on y revient avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ont réfléchi à des problématiques au travers de plans de conservation partagés des périodiques, de conservation, mais d'élimination des collections aussi. Donc ça revient, on travaille beaucoup le ministère de l'Enseignement supérieur avec la baisse sur la relance de cette politique de conservation partagée, notamment du côté culture, pour lequel ça s'était interrompu, avec des plans de conservation partagée des périodiques régionaux qu'on va relancer. Donc voilà, ces problématiques-là, on les connaît, j'insiste pas. Et dans les faits, dans les territoires, ça se traduit par des initiatives qui permettent, je pense, de répondre au triptyque de la commande en réunissant des médiathèques, des chercheurs et la société civile, souvent au travers d'associations. Donc, un exemple que vous connaissez, en tout cas une bibliothèque que vous connaissez, c'est la bibliothèque de Lezoux, dans le Puy-de-Dôme, bibliothèque intercommunale entre Dore et Allier, et qui a eu une idée d'un projet participatif et écologique. Alors là, effectivement, on n'est pas sur le temps long des bâtiments, on n'est pas sur des opérations à 200 ans, on n'est pas sur du lourd, entre guillemets, certains pourront considérer qu'on est sur du futile, qu'on est sur du superficiel. En tout cas, on est sur du quotidien, sur la vie des gens, et sur un projet de skatepark. Alors vous me direz, mais comment ça se fait qu'une bibliothèque fasse un skatepark? Est-ce que c'est le job d'une bibliothèque de faire un skatepark? Je laisse la question ouverte, je ne vais pas y trancher, et Vera Villal va vous en parler de ce projet. On a bien préparé les choses, elle va vous en parler. Alors, c'est un projet ponctuel, on construit pas on n'est pas sur de la norme pour construire, on est sur un projet qui est localisé, qui aura sa durée de vie qui peut être courte, parce qu'en préparant cet article, j'ai trouvé un article de La Montagne de juillet 2024, le projet date de 2022, qui dit « Le skatepark de Lezoux n'est plus accessible jusqu'à nouvel ordre ». Il a été vandalisé cet été. Donc effectivement, on est sur un projet. Alors, je pense que le skatepark, il n'est pas détruit. Vous le voyez, il a fière allure quand même. Il va connaître certainement une seconde vie, mais il y a des gens qui ont détruit des parties du skatepark. Je vous expliquerai comment a été fait le skatepark, c'est ça? Très rapidement. Donc il y a du recyclage et tout. Voilà.
Alors, vous voyez que mon exposé n'a rien d'original parce que vous retrouvez une diapo que vous avez déjà vue dans un diaporama précédent. Mon exposé ne fait que refléter un travail participatif qui est mené notamment par l'ABF, pour ne pas la citer. Et donc, c'est logique que vous retrouviez ça, la même diapositive, qui est super belle, cette image. Pensez Boboun. Bon. Dans la brochure, vous avez plein d'exemples. On pourra en multiplier sur des actions ponctuelles du quotidien qui sont menées par des bibliothèques territoriales, des bibliothèques universitaires, seules, mais souvent en partenariat avec des associations, qu'il s'agisse de prêts d'objets, qu'il s'agisse d'accueil d'autres partenaires dans une bibliothèque, typiquement une AMAP. Ça existe dans un certain nombre de bibliothèques municipales, des bibliothèques qui gèrent des jardins écologiques. Je ne sais pas où en est le jardin de l'ANSSI, mais ça se fait. Accueillir, c'est évident, mais des discussions, des temps d'échange sur l'écologie. Les bibliothèques sont vraiment dans ce rôle d'agora et de forum, ou accueillir aussi toute une série d'ateliers de réparation pour donner une seconde vie, ou d'ateliers pour apprendre à faire de la couture, à broder. Bon, ça se développe beaucoup. Au dernier congrès de l'association des bibliothécaires départementaux, la bibliothèque départementale du Calvados présentait un Fab Lab itinérant où il y avait une brodeuse, il y avait un atelier pour faire des réparations informatiques et donc pour être dans la seconde vie et favoriser la seconde vie. Donc voilà. J'ai fini mon exposé dans les délais. Je ne vous ai pas dit grand-chose que vous ne sachiez pas. Je vous redis juste, en fait, dans les quelques secondes qui me restent, vraiment, que vu l'importance du sujet, vu le fait que ce sujet est commun à l'ensemble de nos bibliothèques, quelles qu'elles soient, on peut avoir nos spécificités. Néanmoins, je pense que ce qui est commun prime sur les spécificités. On est tous conscients de la nécessité de travailler ensemble. On est au début. Il y a déjà des choses qui ont été faites avant, on ne démarre pas à zéro, on doit évoluer, il y a plein de choses qui vont bouger, on a appris qu'il y avait une étude, nous, sur le recyclage des DVD, qui sont des choses qu'on n'avait pas mis dans la brochure, Donc, il y a des choses, ça va bouger, et donc voilà, je dis juste, en conclusion, que c'est une invitation à poursuivre cette collaboration, nous sommes prêts à travailler avec vous tous, donc avec la lecture universitaire, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec l'ADBU, avec les autres associations que je n'oublie pas de bibliothécaires, avec tous ceux qui veulent et tous ceux dont on a besoin, on est prêt à travailler, à enrichir notre connaissance, à mettre en place des guides pour nous aider à nous repérer dans ce qui est un maquis quand même de réglementation, un maquis d'intervenants. Moi, je découvre chaque jour des intervenants. C'est très dur de s'y repérer. C'était un des objectifs de cette brochure. Et on est prêt à continuer à travailler avec vous, tous ensemble, pour progresser sur ces sujets. Un grand merci. Un grand merci, Jérôme, pour cet appel, déjà. Et en réalité, vous avez dit des choses importantes, en tout cas qui font écho aux questions qu'on s'est posées avec Nelly en préparant cette table ronde et en regardant un petit peu justement le panorama de toutes les initiatives qui émergent en bibliothèque. Vous l'évoquiez, il y a un côté un petit peu anecdotique parfois. C'est la vie des gens, c'est ce qui se présente sur le terrain, c'est l'opportunité de la rencontre avec telle ou telle personne. Or, on voit, on a quand même parlé beaucoup de sustainability, on a parlé de durabilité. On voit qu'il y a de l'intelligence collective et qu'il y a quand même un enjeu derrière à faire durer aussi ces partenariats, à les faire vivre et à faire en sorte que ces initiatives qui naissent, en fait, ce ne soit pas l'agrégat de plein de petites actions, mais que ça prenne un sens peut-être plus général, de les faire vivre et de leur donner un cadre peut-être qui nous manque pour pas que ce soit simplement une suite d'actions. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire intervenir la COP des communs pour voir, en tout cas c'était la question qu'on avait à poser à Vera, si les communs peuvent être un cadre conceptuel ou un cadre qui nous permette peut-être de donner une vision ou une méthodologie plus précise à toutes ces initiatives qui émergent en bibliothèque aujourd'hui. Merci Aurore. Bon, super, on m'entend déjà. Merci beaucoup à la DBU pour cette invitation. Je suis ravie d'être finalement de l'autre côté de ce qui a été présenté dans cette relation sans société, d'être du côté de la société. Donc la COP des communs, comme son nom ne l'indique pas, est une association de praticiens et chercheurs. Et j'ai même une présentation, si vous la souhaitez. Mais on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Tout de suite. Pardon.
mais ça ne m'empêche pas de parler. Vas-y. Donc on est une association qui a été créée il y a 8 ans, justement sur un double pari, qui était d'une part de créer un espace de travail, un outil de travail entre praticiens et chercheurs, chercheurs principalement dans les sciences humaines et sociales, mais vraiment aussi dans toutes les disciplines, donc du droit, de l'économie, de la sociologie, de l'agrologie aussi, donc énormément de choses. Et de faire des ponts entre l'économie sociale et solidaire et les communs, puisque l'économie sociale et solidaire, par sa longue trajectoire, avait sans doute des choses à apprendre aux initiatives des communs qui cherchent à se pérenniser, puisque dans le contexte français, on est sur des choses qui sont surtout émergentes, même si on a quand même des communs fonciers ancestraux dans les Alpes, dans les Pyrénées qui existent encore. Et une possibilité de revitalisation de l'ESS et de plus en plus aussi en travail avec les collectivités locales. Et comment on fait pour faire ça? On travaille par groupe de travail, donc on a 4 axes principaux. Un autour de la gouvernance territoriale, et on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. On a beaucoup travaillé sur la relation entre communs et collectivités, en ce moment sur les questions d'accès aux ressources naturelles en contexte de raréfaction, question de la forêt, des ruralités, des communs de proximité, un axe autour de l'émancipation des personnes, un axe très important autour de numérique, qui a été évoqué de nombreuses fois aujourd'hui, et pas que sous l'aspect de la consommation, mais sous aussi l'aspect de la gouvernance, et des outils de gestion, et ça a été évoqué aussi à de nombreuses reprises. Pour mener ce qu'on a à mener, on a besoin d'outils juridiques, financiers, qui nous permettent de mener ces actions-là. Et comment on s'y prend à la COP des communs? Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été qui ont été évoquées plutôt en termes de méthode. On est vraiment sur une recherche-action participative. Donc notre idée, et on parle nous-mêmes de notre propre approche par les communs, c'est donc vraiment de partir de situations, du contexte, et de créer collectivement cette problématisation. C'est-à-dire, on ne peut pas penser des voies de solution si on n'a pas, entre praticiens et chercheurs, dans leur multiplicité, une vision qui est en tous les cas partagée. Donc l'importance des regards croisés, des analyses croisées est extrêmement importante, que ce soit par la diversité de nos membres. Bon, on n'est qu'une centaine de personnes, mais c'est déjà pas mal que des personnes physiques. Mais aussi on est ouvert à l'extérieur et dans ces allers-retours constants entre théorie et pratique. Et toujours en vue de servir l'action collective, que ce soit pour aller vers des voies de conceptualisation, mais apporter aussi des réponses pratiques. Donc un des travaux, on voit qu'on est en fin de journée, qu'on a mené, c'est donc et dans lequel je vais vous parler à nouveau du skatepark de Lezou, le Zoo est à l'honneur, Dijon, de cette approche par les communs avec les collectivités locales. Donc on s'est penché plus sur cette relation fonctionnelle dans le cadre d'une transition écologique et solidaire. Puisque je sais que c'est sous le biais de l'écologie, mais comme cette partie a déjà été évoquée, en tous les cas, nous, on ne peut pas l'oublier. Une commande avait été, lors de la préparation, de se dire, OK, mais finalement, de quoi on parle quand on parle de commun, le bien commun, les biens communs, c'est la même chose, tout ça. Ça va être un peu le seul point de définition. C'est évidemment pas la seule manière possible de l'approcher, mais c'est la manière dont on essaye de distinguer ces termes à partir des travaux de Benjamin Correa, qui est économiste. Donc vous allez voir aussi que ça s'y retrouve. Donc on distingue le bien commun, qui est finalement vu comme la recherche collective en communauté, en société, d'une façon de vivre ensemble de façon apaisée. Des biens communs, qu'on distingue donc des biens publics, mais qui seraient il faudrait mieux les appeler biens collectifs, parce que là on ne parle pas de biens publics en tant que propriété ou financé par l'État, mais vraiment en tant que biens non rivaux, non exclusifs. Donc on les distingue des biens collectifs, des biens privés, des biens de club, parce que ce sont des ressources auxquelles tout le monde devrait avoir accès, mais dont l'usage est rival. Et donc c'est pas parce qu'ils existent qu'il y a une gouvernance. Et ça c'est très important, parce que c'est ce qui les distingue de ce que nous on appelle les communs. Et donc les communs, et donc là on est aussi dans
on s'inscrit aussi dans les travaux d'Elinor Ostrom, même si on les met en débat et qu'on sait qu'il y a énormément d'autres perspectives sur les communs qui portent une vision plus politique que celle d'Ostrom et qui est très importante aussi. Donc là, on a vraiment l'idée qu'on a une communauté, au sens d'un groupe de personnes qui vont définir ensemble et mettre en œuvre la gouvernance de l'accès et de l'usage, plutôt c'est pas vraiment une ressource, c'est des ressources imbriquées, ça on pourrait y revenir, et qui doit être accessible à ses membres comme à d'autres personnes, selon un système de droits et d'obligations. Ça peut être des biens matériels ou immatériels. Donc évidemment, la question du savoir là est essentielle, on va en reparler un petit peu. Existants ou produits par des individus ou des communautés, et avec une prise en compte des générations futures et des non-humains. Donc là, on est bien dans une idée aussi que le présent se fait toujours en relation avec le passé et avec le futur. Et donc, une des questions posée en préparation avait été justement, bon, c'est sympa, mais cette finalement approche par les communs, en quoi c'est intéressant pour penser la question de cette transition écologique et solidaire. Et en préparant donc la table ronde avec Aurore et Nelly, une des choses qu'Aurore avait évoquées était justement le fait qu'il y a des arbitrages compliqués à faire. Que dans le cas des bibliothèques universitaires, au moment de tout ce qui était, avec le contexte actuel, il y avait besoin de les fermer plus tôt, donc, pour des questions de chauffage, mais que c'était un lieu extrêmement important, pourtant, pour les étudiants, pour une population particulièrement précaire. Donc finalement, on a des objectifs qui apparaissent tous légitimes et qui peut trancher. Et la proposition de cette approche par les communs, c'est de se dire qu'il y a besoin d'une vision renouvelée du modèle de société visé et d'une gouvernance opérationnelle qui permette d'expliciter ces arbitrages. Dans ce qu'on a étudié donc de l'approche par les communs, à nouveau dans ce petit fascicule disponible en ligne sur notre site web, comme ça je fais un petit peu de pub, il est un peu compliqué à trouver par contre, ça on n'est pas des pros de l'UX, mais bon. Donc l'approche par les communs, donc dans cette relation qu'on a vue entre collectif auto-organisé et collectivité, mais qui peut s'appliquer à un collectif plus large, c'est qu'il y a deux enseignements. Il y a un principe d'incertitude, donc on sait où on commence, on ne sait pas où ça finit. On l'a bien vu avec le skatepark, il y a une volonté de cheminer ensemble, mais on est vraiment sur des processus, donc c'est un horizon désirable, c'est quelque chose vers lequel on tend, c'est quelque chose qui un peu à un moment être commun, mais ça ne veut pas dire que demain, après-demain et dans 10 ans, ça le sera encore. Et que face à ces visions divergentes, ces intérêts différents, il va y avoir des controverses. Et donc ça fait partie pleinement du processus. C'est une approche qui est intéressante parce qu'elle permet de reconceptualiser aussi intérêt collectif et intérêt général face à une certaine crise de l'action publique. En tous les cas, c'est ce qu'on avait vu sur les collectivités qu'on avait étudiées. Et que c'est une manière de penser et d'agir qui permet de décloisonner la question sociale de la question écologique. D'où l'importance d'affirmer aussi que ce n'est pas qu'une transition écologique. Et elle permet de soutenir des initiatives transformatives avec de nouveaux acteurs et de faire vivre la démocratie locale. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on permet d'embarquer une pluralité d'acteurs qui ont des intérêts privés, publics, collectifs, différents, mais en faveur de l'intérêt général. Et comme ça permet d'apporter une inventivité, d'inspirer du sens pour l'action. Et dans un contexte de raréfaction des ressources et d'incertitude, on voit que c'est important pour les individus qui essayent de mettre ça au travail, de trouver les marges de manœuvre au-delà des positionnements des institutions et des postures des individus. Donc c'est ce travail-là qui est très compliqué. Et la proposition qu'on porte, c'est bon, on a bien vu donc, que les biens communs n'impliquent pas nécessairement une gouvernance, donc notre proposition, c'est intéressant de penser finalement des biens communs, quand on voit que justement on est dans des situations de crise, de pousser vers une gouvernance qui, en tous les cas, de considérer l'approche par les communs comme une voie possible. Et donc la dernière partie de la commande, c'était, finalement, si on essaye d'atterrir ça, et si on essaye de réfléchir aussi un peu au cas des bibliothèques universitaires,
Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a beaucoup dit déjà que ce sont des espaces de savoir extrêmement importants. Et pour pas dire complètement ce qui a déjà été dit, c'est se dire, au-delà de penser la question des communs immatériels comme un secteur particulier des communs, si on pense évidemment à Wikipédia, etc., c'est se dire qu'au cœur de tout projet de commun, il y a un besoin de construction d'une vision partagée, et ça se fait parce qu'il y a une information partagée, parce qu'il y a un croisement entre savoir universitaire, savoir expérientiel, que ce soit pour la transition ou pour n'importe quel type, finalement, de projet de co-construction. Et donc là, il y a déjà ce rôle possible. Il y a un autre aspect aussi dont on avait pas mal parlé pendant les réunions de préparation, qui ont été, voilà, dans ces espaces que sont les bibliothèques universitaires, il y a des initiatives qui surgissent, que ce soit des recycleries, des ateliers participatifs, des formes de tiers-lieux. Il faut les maintenir sur le temps long, parce qu'en général, ça se fait par opportunité en fonction des sollicitations, mais comment on fait quand on est dans des espaces pour maintenir cette dynamique dans un espace de passage? J'ai pas de recette, mais en revenant sur l'exemple du skatepark de Lezou, on peut en tous les cas peut-être soulever quelques points. Donc ce qui était intéressant, comme l'a évoqué Jérôme précédemment, c'est qu'on est sur un exemple qui articule donc une infrastructure civique qui est la médiathèque, des citoyens, des acteurs publics, des élus, mais aussi des acteurs privés. Parce qu'il y a eu toute une démarche justement donc ça a été porté par une association qui s'appelle le département des petits mondes, qui partait d'une démarche autour de tout ce qui est Fab City, fabrication open source, pour se dire, OK, on a des plans d'infrastructures qui sont en open source, qu'on peut réutiliser. Il y a une culture contributive à Lezou, il y avait une demande aussi, et il y avait tout un travail préalable qui avait été déjà fait, justement, de co-construction autour d'un skatepark qui n'avait pas été mené à bien. Et donc, réutiliser déjà ce travail préalable, réutiliser ce groupe de citoyens qui avait déjà été mobilisé, mais aussi en utilisant l'open data du territoire pour trouver quels étaient les acteurs, notamment par exemple au niveau autour du bois, on a bien vu, on a une structure du bois, mais aussi comme matière première, puisque là la surface en fait c'est fait à partir des pneus recyclés. Donc il y avait eu tout ce travail de trouver quels étaient les acteurs du territoire qui pouvaient produire ces matières premières et de les faire participer. Et donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si ça a pu fonctionner, c'est parce qu'il y a quelques facteurs, notamment, enfin il y a plein de facteurs, mais ce que je peux évoquer, c'est déjà il y a un rôle clé des personnes interfaces, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de traduire entre différents mondes, et les enjeux, parler à différents mondes et traduire ces enjeux. Il y a une énorme importance aussi de tout ce qui va être l'importance d'espace, d'instance où vont s'exprimer les tensions. Ça, je ne sais pas si ça a été le cas à Lezou, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est clé. Il y a besoin d'outils de gestion juridique, financier adaptés, ça on l'a dit, notamment autour de l'animation de la communauté. Parce qu'une communauté qui ne s'anime pas, et notamment où il n'y a pas de financement pour quelqu'un qui va faire de l'animation, ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, ce que je ne sais pas justement, parce que l'entretien qu'on avait fait avec le département des petits mondes, ça date d'il y a 2 ans. Ils étaient là pour faire le projet, et l'idée c'était de constituer une collégiale avec les citoyens. La bibliothécaire avait un rôle clé justement de personne interface entre collectivités, les jeunes adolescents. S'ils ont réussi à monter cette collégiale, et si cette collégiale a réussi à se poser un certain nombre de questions autour de justement qui est responsable et comment on mène la gestion. En cas de dégradation, qu'est-ce qui se passe? Qui finance le maintien? Qui maintient? Qui a accès à cet équipement? Sous quelles conditions? Donc c'est toutes ces questions-là dont il s'agit de se poser. Et une dernière chose importante, c'est la question de la documentation. Donc ça a été fait parce que justement, il y avait énormément de plans open source. Il y a toute une documentation du processus pour se dire justement, même s'il s'arrête maintenant, en fait, on a une archive agissante. Pour que d'autres puissent le récupérer ailleurs, tout en comprenant que ça ne peut jamais se répliquer à l'identique et qu'il y a un nombre de questions que chacun devra résoudre. Et en dernier lieu, pour conclure, se dire qu'au-delà de l'université, les bibliothèques sont aussi des acteurs du territoire. Et là, j'aimerais juste
mentionner très brièvement la question des communs de proximité. On a publié un livre à ce sujet qui est aussi en accès libre sur notre site, où on voit justement dans ce contexte de transition écologique et solidaire, qui est aussi un moment où paradoxalement on a une certaine dégradation des services publics sur les territoires, où il s'agit de pallier les exclusions qui sont créées par un marché lucratif en extension. Il y a des initiatives citoyennes qui prennent en charge l'intérêt général face au manque parfois de services publics. Dans le livre, on documente un certain nombre de choses autour de la santé, sur les centres de santé communautaires. On parle de l'école comme bien commun en Italie, on parle des tiers-lieux, on parle des circuits courts alimentaires. Et l'idée, c'était de pouvoir caractériser ces initiatives de proximité, qu'on a appelées communs de proximité, qui sont définies par le fait que ce sont des initiatives citoyennes et autogouvernées, dont la visée, le service de l'intérêt général et l'accès restent ouverts, et qui sont ancrées sur le territoire et respectueuses des écosystèmes dans lesquels elles sont insérées. Et se dire, ces initiatives que vous abritez, est-ce que ça devient des communs de proximité? Vous, en tant que bibliothèque, dont on a vu, vous faites partie du service public. Est-ce qu'il y a des choses justement à créer au-delà strictement de l'acteur public? Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Vera pour ces propos, pour ces réflexions en réalité qui, je pense, pourrait animer encore plusieurs tables rondes, voire peut-être plusieurs journées d'études à venir sur les services communs de documentation. Sont-ils des communs? Doivent-ils le devenir? Peuvent-ils le devenir? Et puis sur la manière dont on accueille, effectivement, dont on héberge ces initiatives, notamment en matière de transition écologique. L'idée de la table ronde n'était pas d'apporter des réponses, c'était bien difficile de le faire. En revanche, c'était aussi vraiment une volonté de notre part de pouvoir initier des collaborations avec des associations comme la COP, avec peut-être des futurs partenariats, avec des projets comme Opus qui émergeraient dans d'autres établissements, et puis bien sûr avec le ministère de la Culture et tous les acteurs aussi des collectivités territoriales sur ces enjeux-là, puisque voilà, on est bien au démarrage d'une réflexion et non pas à quelque chose qui va être un point final. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenantes et intervenants ? Est-ce qu'il y a peut-être des questions entre vous ou des choses que vous aviez à croiser au-delà du skatepark de Lezou? Non. Bon, j'aurais bien 1000 questions, mais comme il est 17h15 et qu'on tient le timing parfaitement, ce qui était quand même une grosse gageure dans cette journée, je vais vous épargner mes questions. Je vais remercier très très chaleureusement encore une fois tous nos intervenants et nos intervenantes qui ont accepté de venir parler devant des bibliothécaires pour ceux et celles qui n'en étaient pas. Pardon, Jérôme. Comme il n'y a pas de questions, je vais très court. Donc il y a la brochure qui circule sur transition écologique. On va vous laisser aussi pour demain 2 brochures qu'on a produites. Alors c'est sur un autre sujet, mais l'excuse, c'est sur les questions de formation. Une brochure sur les métiers des bibliothèques. C'est sans surprise pour vous, et une autre brochure sur la formation continue des personnels de bibliothèque. Vous avez là aussi un QR code, vous scannerez. Ces brochures peuvent vous être utiles aussi si vous allez sur des forums en lien avec des étudiants pour essayer de rendre attractifs nos métiers. Et je vous annonce une grande victoire. Alors, j'espère qu'il faut la traduire. On a réussi à rentrer en contact avec l'ONICEP pour que l'ONICEP revoie entièrement ces présentations des métiers de bibliothécaires, nous fassent une belle vidéo sur le métier des bibliothécaires. Ils ont des super vidéos, il n'y avait pas les bibliothécaires. Donc nous faire une super vidéo, donc on va vous laisser ces brochures. C'est sur un autre chantier, la formation, je ne suis pas plus long, mais voilà, elles sont à votre disposition et si elles peuvent vous servir, vous, lors de salons, lorsque vous rencontrez des étudiants, pour faire venir des jeunes vers nos métiers, des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'il y a la reconversion professionnelle aussi, c'est important et on essaie d'avancer pour rendre plus attractifs nos métiers, mieux les faire connaître, parce que ce sont des métiers passionnants, mais ça vous le savez. Ce qu'on peut faire éventuellement, Jérôme, c'est déposer les brochures sur le stand de la DBU. Ouais.
Comme ça, les collègues pourront aussi venir passer et scanner les QR codes s'ils le souhaitent pour télécharger les brochures. Ne pas emporter les brochures elles-mêmes, s'il vous plaît, pour permettre à d'autres de les consulter. Voilà, merci encore pour ces réflexions sur l'intelligence collective, sur les communs, qui résonnent aussi avec la science ouverte. On pourrait faire d'autres passerelles qu'avec l'écologie, je pense que tout le monde y a pensé. Il est temps de conclure cette journée d'études. Alors, en bon bibliothécaire, et ça a été, je crois, le souhait aussi de congrès passé, ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à la documentation. Et une grosse partie, alors des présentations de tous les PowerPoints, certains écourtés, bien malgré les intervenants, vont être disponibles tous en ligne sur le site de la DBU. Et je ne sais pas si la régie peut lancer la page web. Super, merci beaucoup. Donc vous retrouverez sur le site de la page qui est désormais accessible et qui hébergera aussi la captation de cette journée, l'ensemble des posters qui ont été transmis et exposés dans le hall du Palais des Congrès. Vous retrouverez également, donc qui sont téléchargeables par ailleurs, vous retrouverez, j'y reviendrai plus tard, quelques suggestions de lecture qui normalement reprennent l'essentiel des documents, fascicules, ouvrages dont il a été question aujourd'hui et que vous n'aurez de cesse d'aller chercher en librairie ou en ligne, bien entendu. Si on en a oublié certains, n'hésitez pas à nous les faire remonter ou également à nous suggérer des choses qui permettront à travers cette page aussi de poser vraiment un état de l'art de la réflexion de notre association et de nos partenaires sur ce sujet. Oui, vas-y. Oui, alors par rapport à ces titres qui sont déjà en ligne, déjà c'est une liste qui est loin d'être exhaustive, sachant que certains titres et certains sites web ont eux-mêmes des bibliographies, des renvois vers d'autres acteurs autour de ces questions. Donc il y a tout des allers-retours à faire déjà avec la documentation qui est en ligne. Par ailleurs, on a parlé tout à l'heure du croisement des référentiels de l'ESR. Celui-ci n'est pas encore diffusable en ligne. Il reste accessible à la communauté Service Public Plus. Et l'objectif va être d'étendre, puisqu'aujourd'hui c'est un dossier à part, de pouvoir le mettre à disposition des référents établissements Service Public Plus. Et comme c'est le même dossier pour les référents BU Service Public Plus, vous y aurez accès et vous verrez toutes les thématiques des DRS par référentiel de l'ESR. Et nous sommes preneurs d'autres titres qui ne figurent pas à l'intérieur de ces documents ou sites web, sachant qu'on a parlé tout à l'heure justement de la COP des communs, de l'ADEME. Il y a déjà énormément de titres très intéressants que je vous invite à parcourir. Et demain, on aura le fameux réseau étudiant pour une société écologique et solidaire qui a également mis à notre disposition la fameuse enquête dont j'ai parlé ce matin sur les attentes des étudiants par rapport à ces questions. Et cette enquête a été réalisée en 2023. Donc, il en sera question de manière détaillée demain, mais vous aurez déjà accès via cette page aux informations qui y figurent. Alors, on a parlé des posters, mais vous nous direz, qu'ont-elles fait des contributions vidéo qui nous ont pris un temps fou et qui étaient pénibles à monter ? Bonne question. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette vidéo, de cette campagne de publicité de l'ADEME sur les dévendeurs qui avait fait grand bruit il y a quelques, peut-être mois maintenant, où il était question de décroissance et de limiter les achats. Pour clôturer cette journée, plutôt que de faire venir un haut fonctionnaire qui, compte tenu des difficultés météorologiques de transport, aurait certainement eu du mal à arriver ou serait arrivé en retard, n'aurait pas pu assister à la journée, nous avons privilégié une approche plus, je ne vais pas dire sobre numériquement, en tout cas plus numérique. Donc je demanderai bien à la régie, s'il vous plaît, pour clôturer cette journée, de bien vouloir lancer la vidéo. Bonjour. Bonjour, j'ai besoin de penser ma table. Vous prendriez laquelle, vous ? Mais j'en prendrai pas. Comment ça ? J'en achèterai pas. Vous êtes bizarre, vous, comme vendeur. Ah non, pas du tout, moi je suis des vendeurs. Et ce que je trouve bizarre, c'est d'acheter un objet que vous allez utiliser qu'une fois. Vous avez pensé à la location ? Ou l'emprunt ? C'est mieux pour les ressources de la planète et c'est plus économique pour vous, hein.
Alors, un immense remerciement à tous les collègues qui ont participé, qui ont donné de leur temps pour ces vidéos, et surtout, un immense merci, et je pense des applaudissements pour Léa Delavé, qui a monté ces vidéos dans un temps record. Donc merci Léa pour ton travail.